monétaire, mais aussi dans le cadre de la bonne gouvernance. J'ai eu à faire une thèse sur ce qu'on appelle les institutions par rapport à la bonne gouvernance. Bon, néanmoins aussi, j'ai eu à produire des articles sur ce qu'on appelle la monnaie, avec peut-être les récents développements sur les questions monétaires et autres. Alors, donc voilà, juste en résumé, une présentation peut-être voilà, de la personne nécessaire. Voilà. En tout cas, par rapport maintenant au choix du thème, alors je pense que vous avez bien vu, n'est-ce pas? Et l'importance, comme vous l'avez dit, c'est de soulever ou bien d'éclairer peut-être une nuance qui a été toujours faite. Cette opposition dont vous avez fait le thème, j'ai bien aimé, n'est-ce pas? Éco-CEDEAO, éco-UEMOA. Effectivement, vous avez raison parce qu'il y a une différence entre ces deux échos, n'est-ce pas? Alors, néanmoins, on ne peut pas parler de prolongement, mais il y a une nette différence. Donc, je pense que tout le thème que vous avez choisi trouve sa pertinence par rapport à cette différence que vous avez sortie entre l'éco-CEDEAO et l'éco-UEMOA. Voilà. Donc, en tout cas, comme je l'ai dit, vraiment, c'est un honneur de participer à ce webinaire, mais aussi surtout de connaître ces gens de mouvement. Donc, vraiment, je vous félicite et comme je l'ai dit, hein, moi, je ne sais pas s'il y a soit une carte ou d'adhésion, alors, mais là, je suis membre d'office si vous voulez m'intégrer parce que je pense que ce sont des choses peut-être qui peuvent être bénéfiques à n'importe quel chercheur, à n'importe quel citoyen du monde. Et je sais que la mission, elle est noble. Donc, et je vois toujours ces genres de mouvements. C'est un plaisir d'intégrer ces genres de mouvements. Donc, c'est notre premier contact et je pense qu'à n'importe quel moment, je serai prêt à vous accompagner à être un membre actif. Donc, ça, Moustapha, je tenais à vous dire et vous féliciter. Alors, par ailleurs, avec plaisir. Voilà, je me désole aussi de nombreux reports qu'on a eu parce que parfois on a des contraintes qui sont indépendantes de notre volonté. Donc ça aussi, vraiment, voilà, je m'en excuse. Depuis le début, on voulait programmer ça. Mais chaque week-end, donc, il y a des contraintes à la dernière minute qu'on n'arrive pas à gérer. Mais donc ça aussi, je remercie Moustapha pour la compréhension. Donc Dieu a fait que, Inch'Allah, nous allons animer aujourd'hui cette conférence, nous allons échanger ensemble sur ces questions qui ne représentent plus une question économique, mais comme je l'ai dit, les questions monétaires sont des questions géopolitiques, ce sont des questions stratégiques, ce sont des questions qui gouvernent le monde. Donc, chaque citoyen a l'obligation de connaître ces questions qui dépassent même le domaine économique. Donc, ce sont des questions géopolitiques. Alors, sans plus tarder, puisque nous avons accusé un peu de retard, je vais essayer de partager mon écran et essayer de suivre peut-être le plan dégagé par les membres, et voilà, qui a été envoyé par Moustapha. Donc, comme vous l'avez dit, on va essayer de partager mon écran. Alors, Moustapha, vous pouvez me nommer comme animateur pour que je puisse partager mon écran. Ok, pas de souci. Je vous nomme animateur tout de suite. Voilà, c'est fait. Voilà. Voilà, donc je pense que c'est visible à votre niveau. L'écran est bien partagé. Alors, est-ce que l'écran est bien partagé à votre niveau? Oui, ça commence à venir. Docteur Sena commence le partage. Voilà, là c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, donc merci beaucoup, comme je l'ai dit, comme je le disais tout à l'heure. Alors, la pertinence de ce thème, c'est une opposition si on peut parler comme ça, des deux échos, éco-UEMOA et éco-CEDEAO. Alors, comme vous l'avez dit, hein, il y a des préalables à rappeler, n'est-ce pas, de comprendre le mécanisme de la monnaie et de la devise, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on parle de la monnaie, je pense que la monnaie a toujours été une opposition même de ce qu'on appelle les grands économistes, comme John Maynard Keynes, comme autres, qui avaient parlé de l'importance de la monnaie dans une économie. Alors, donc, la monnaie a pris une place très importante dans l'économie et je pense que cette monnaie attire ce qu'on appelle en quelque sorte le socle du développement. Alors, il y a une nette différence entre ce qu'on appelle la monnaie et en réalité une devise, n'est-ce pas? La monnaie peut être une devise. Donc, pour vous dire que la monnaie est porteur de l'économie. Alors, dans une économie,
une monnaie peut devenir une devise. Donc, c'est la puissance monétaire qui fait une puissance économique. Donc, à chaque fois que un pays a une puissance économique, on ne peut plus se limiter à ce concept monnaie, mais on va parler d'une devise. Lorsqu'on parle de devise, on parle souvent, c'est la monnaie des grands pays développés. Qu'est-ce qui caractérise peut-être le développement de ces pays? C'est la puissance économique. Vous prenez par exemple les États-Unis, vous prenez par exemple la France, les États-Unis avec le dollar, alors l'Union européenne avec l'euro, donc les autres pays comme Bon, je note un problème de son de mon côté. Sané, oui, c'est le cas? Ouais. Oui. Docteur, il y a un problème de son. Vous ne passez plus. Le livre sterling. Voilà. Donc, c'est là, mais on parle maintenant d'une devise. Alors, donc, c'est très limité. Donc, on ne peut pas quand même abuser pour parler le franc CFA comme une devise, de même que le dalasi que vous trouvez peut-être en Gambie. Donc, la puissance économique d'un pays fait que sa monnaie devienne une devise. Et que cette devise, à la différence d'une monnaie, elle est convertible. À l'échelle internationale, elle est convertible. Et cette conversion est sans équivoque au niveau peut-être des pays, au niveau des pays qui gouvernent le monde. Le dollar, n'importe où dans le monde, peut être convertible avec n'importe quelle monnaie. Alors, de même que le livre sterling, le yuan, le yen, ainsi de suite. Alors, donc, je pense que les devises sont toujours gouvernées par un cadre monétaire. Alors, peut-être il serait un peu difficile de revenir sur l'histoire de la monnaie sénégalaise. Mais je pense qu'on peut comprendre en quelque sorte les différentes crises qui ont secoué la monnaie sénégalaise. Et qui ont secoué parce que le Sénégal a été toujours, depuis son indépendance, a été toujours classé dans une zone. Et que donc, en Afrique, la manière dont on traite les questions monétaires, c'est des questions, oui, Babacar, si vous pouvez peut-être muter un peu votre micro. Donc, voilà, je disais que les questions monétaires en général, c'est une affaire de zone. Alors, le Sénégal, depuis son indépendance, appartient à une zone. Alors, donc, cette zone est contrôlée souvent par les gouvernants. Mais vous savez, la monnaie est une chose tellement sensible et qu'on se pose même l'autonomie de l'autorité qui gouverne la monnaie. Si vous regardez, bon, voilà, j'ai désactivé son micro. Alors, si vous regardez peut-être le cas des pays de l'UEMOA de manière générale, nous avons connu des épisodes monétaires, des crises monétaires. Prenez le cas de la dévaluation dont nous tous, on se rappelle en 1994. Ça, on peut le classer dans l'histoire monétaire, n'est-ce pas? Ça, on peut le classer dans l'histoire monétaire parce que c'était dit à une faiblesse monétaire et que donc cette faiblesse monétaire fait appel à une dévaluation. Donc la crise qui a marqué l'histoire de la monnaie au Sénégal n'est rien d'autre que cette dévaluation en 1994 et qui était en parfaite corrélation avec les phénomènes macroéconomiques. On se rappelle bien tous d'un déficit de la balance commerciale et que donc ce déficit a créé une faiblesse de la monnaie qui a conduit l'économie sénégalaise à une dévaluation de la monnaie, n'est-ce pas? Alors, si c'était le cas d'une devise, on n'aurait pas accédé à cette phase de dévaluation. Alors, depuis un certain temps, depuis ces épisodes, nos autorités ou bien les autorités africaines ont compris que l'intégration économique ne peut pas aller sans l'intégration monétaire. C'est en cela qu'ils ont entamé peut-être un processus assez long et jusque-là qui n'a pas abouti, mais qui a une rupture. C'est vrai, avec l'écho de l'UEMOA, les gens parlent d'avancement, mais même moi, je dis qu'il y a une rupture par rapport à un projet pertinent. Alors, si vous vous rappelez bien, le projet de l'écho de la CEDEAO a été reporté plusieurs fois. Et que donc la date butoir, c'était cette année 2020. Alors, quelle coïncidence, arrivé à la date butoir, on a senti qu'il y a une rupture. Donc, vous voyez, c'est un processus monétaire.
et ce qui va nous permettre peut-être de développer ces axes, de revenir un peu sur l'histoire de la monnaie en tant que telle. Et qu'est-ce qui fait que les gens peut-être plaident pour une monnaie unique pour le cas de l'Afrique? Donc, en termes de présentation, peut-être après avoir revenu sur le rôle de la monnaie en tant que telle, la monnaie représente le cœur de l'économie. Parce que sans une bonne maîtrise de la monnaie, on peut avoir des phénomènes macroéconomiques dont l'inflation. Alors, mais comme peut-être nos autorités ont l'habitude de dire, on n'a pas un problème d'instabilité de la monnaie. On n'a pas un problème d'instabilité de la monnaie parce que nous avons une autonomie de l'autorité de la banque, une autonomie de l'autorité monétaire, la Banque centrale, qui gère sa politique à part. Alors, donc, on n'a pas ce problème d'instabilité de la monnaie, mais c'est le problème que nous avons, une monnaie qui peut booster les échanges internationaux. Alors, peut-être là, à chaque fois, l'approche que je prends, on ne peut pas comprendre, si vous prenez le commerce intra-régional entre les pays, le Mali échange peu avec le Sénégal et comparé le Sénégal échange plus avec la France. Comment peut-on comprendre ces aspects? Alors là, c'est dû à des explications peut-être qu'on peut tirer comme source, comme l'absence d'une monnaie forte. Alors, ce qui peut-être nous a poussé à faire une présentation, de revenir en réalité sur le processus de l'intégration monétaire. Et même si on se tarde peut-être d'avoir réussi une intégration économique, l'intégration économique ne sera jamais complète sans une intégration monétaire. Alors, il est important maintenant de connaître c'est quoi cette intégration monétaire tant voulue, qui a été décrétée depuis longtemps, mais on n'arrive pas à aboutir à ce processus d'intégration monétaire. Et sans cette intégration monétaire, la puissance économique dont nous rêvons et la puissance économique qui peut conduire notre monnaie à une devise ne sera jamais une finalité. Ça peut être un objectif dans le long terme, un objectif à la tête de l'horizon. Alors, donc, ce qui fait que ce premier point, nous allons parler de l'intégration de la monnaie. Et en deuxième lieu aussi, parler du dossier monétaire et évolution récente. On ne peut pas parler de l'éco-CEDEAO parce que c'est un dossier qui est là, mais la finalité n'a pas été. Alors, on n'a pas encore abouti à cette finalité. Mais il y a une révolution récente. Et cette révolution récente a été créée par une rupture qui va déboucher sur une monnaie unique de l'UEMOA. Parce qu'on n'a jamais entendu une monnaie unique de l'UEMOA, mais on a toujours parlé d'une monnaie unique de la CEDEAO. Alors, avec cette dernière évolution, fait que maintenant que vous avez choisi ce thème si pertinent, de voir la différence entre la monnaie unique de l'UEMOA et la monnaie unique de la CEDEAO. Donc, sans plus tarder, nous allons peut-être échanger d'abord sur ces 3 points, mais néanmoins peut-être revenir sur le concept de manière générale. Alors, le contexte de la globalisation. Alors, si on n'arrive pas peut-être à réussir l'intégration monétaire, alors cette opposition de force et de faiblesse toujours sera un éternel débat entre les pays africains et les pays occidentaux. Alors, parce que le lien qui nous lie avec ces pays occidentaux, c'est un lien d'échange de biens, de marchandises. Et cet échange, l'intermédiaire, c'est la monnaie. Donc, si on n'arrive pas à avoir une intégration monétaire, alors nous serons toujours les perdants dans ce rendez-vous de donner et de recevoir. Alors, vous le savez bien, nous sommes dans un contexte de mondialisation, voire de globalisation. La globalisation fait que la personne peut-être, bon, à l'instant T, s'il a les moyens, il peut aller dormir en France. C'est ça le concept de globalisation. Alors, si on est dans ce monde qui est peut-être un petit village ou bien un grand village, comme on a l'habitude de l'appeler, donc je pense qu'une intégration monétaire devient un déterminant, devient un levier crucial pour le développement. Les enjeux se déclinent en termes de croissance du commerce interrégional. Tant qu'on n'a pas cette monnaie forte qu'on a toujours rêvé, tant qu'on n'arrive pas à mettre le processus de l'intégration monétaire en termes, nous serons toujours les grands perdants dans ce commerce interrégional. On a toujours dit que la part de l'Afrique dans le commerce mondial est faible. Cette faiblesse ne peut pas expliquer uniquement par les biens que nous exportons, mais cette faiblesse peut expliquer aussi par notre niveau de monnaie que nous avons.
Donc, je pense que cette intégration monétaire, je l'ai rappelé toujours, peut nous conduire à une intégration économique. Alors, l'intégration monétaire donc, devrait être perçue comme les stades ultimes du processus d'intégration économique. C'est vrai, on nous parle de l'UEMOA. L'UEMOA, c'est un exemple d'intégration économique. Alors, mais on ne peut pas dire que l'UEMOA, l'intégration économique de l'UEMOA est complète. On ne peut pas aussi dire que l'intégration économique de la CEDEAO, elle est complète. L'union monétaire est un espace et que donc cette intégration monétaire peut conduire à une union monétaire, qui est un espace auquel les taux de change sont consacrés par des relations. Alors, juste pour éclaircir ce que c'est le taux de change, parce que ça a été quand même un élément déterminant. Le taux de change, c'est la différence entre une monnaie nationale et une monnaie locale. C'est une différence entre une monnaie nationale et une monnaie locale. Alors, si vous regardez le cas que nous avons entre l'euro et le franc CFA, un euro est toujours égal à 655 francs. Là, on est dans un régime de change fixe. Donc, cette différence de monnaie n'est rien d'autre que le taux de change. Donc, l'intégration monétaire peut aboutir à une union monétaire dont nos décideurs ou bien le peuple africain a toujours rêvé. Mais ce processus tarde à venir. Alors, une union monétaire comprend les éléments suivants. Une autorité monétaire unique et une banque centrale commune. Alors, si vous savez, l'idée de départ, c'était de créer deux zones, l'UEMOA et la ZMAO. Alors, l'UEMOA, qu'on avait considéré comme une zone stable et qui avait les moyens peut-être d'atteindre et il fallait vers ce qu'on appelle une banque centrale. La monnaie unique, une politique monétaire commune. Alors, si vous prenez la zone de l'UEMOA de manière générale, nous avons réussi peut-être à avoir une politique monétaire commune. Mais cette politique monétaire, même si elle est commune, elle n'est pas indépendante parce que derrière, il y a un ressort. Il y a le dernier décideur qu'on appelle le Trésor français, qui en réalité, il y a une liaison très forte avec le fonctionnement de notre politique monétaire. Alors, donc, l'union monétaire, il y a une autorité qui est là, l'autorité monétaire, la Banque centrale, que vous voyez ici. Alors, cette monnaie commune qui est là, alors, et là, il faudra faire aussi une nette différence, malheureusement, que les gens, il y a une grande confusion par rapport à ça. La monnaie unique, elle est différente d'une monnaie commune. Alors, lorsqu'on a une monnaie commune, dans l'espace, il y a cette convertibilité, mais il y a une devise qui nous coiffe. Mais le projet que la CEDEAO a porté, ce n'est pas une monnaie commune, mais plutôt une monnaie unique. C'est d'avoir une même monnaie convertible à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, mais aussi au sein de la CEDEAO. Mais lorsqu'on est dans une union monétaire, d'abord, il faudra créer une monnaie commune, c'est-à-dire qu'il y a une devise qui est là et que la monnaie de chaque pays est convertible à cette devise. Une politique monétaire commune. Nous avons réussi à mettre en place une politique monétaire. Mais comme je vous le disais, cette politique monétaire, elle n'est pas si indépendante. Parce qu'il y a le dernier décideur. Il y a le ressort qui est la France. Il y a le ressort qui est le Trésor français. Une harmonisation des politiques budgétaires. Et là, je pense que peut-être, vous le savez bien, cette harmonisation peine toujours à décoller. Et récemment, on peut prendre comme exemple les directives de l'UEMOA, où l'application n'est pas toujours en vigueur. Ces éléments dont on caractérise par les politiques monétaires, on n'arrive pas à atteindre ces standards. Donc, le processus est là, ça avance, mais petit à petit. Alors, maintenant, quels sont les avantages d'une intégration monétaire? Je vais enlever ça. Les avantages d'une intégration monétaire. L'intégration monétaire qui a tant voulu par le peuple africain nous permet d'être compétitifs au niveau international. Parce que si les pays se mettent en bloc et arrivent à avoir une seule monnaie, ça rend la compétitivité. Nos entreprises ne peuvent pas n'ont pas la capacité de compétir à l'échelle internationale.
Cela peut expliquer par le tissu industriel, mais aussi cela peut être expliqué par une faiblesse monétaire. Procurer un cadre propice pour traiter les externalités transfrontalières. Alors, et là, je le disais tout à l'heure, au sein de l'Union, que ce soit l'UEMOA ou bien CEDEAO, si on n'arrive pas à créer une interconnexion des marchés régionaux, ça pose problème. Alors, il est très difficile de voyager. On vous dit souvent, les voyages en Afrique, ça pose problème. Il est très difficile de voyager au Mali et c'est beaucoup plus facile de voyager en France. Alors qu'en termes de distance, le Mali est à côté de nous. Donc, cette interconnexion des marchés peut être favorisée par une intégration monétaire, l'harmonisation des politiques macroéconomiques. Et pour aller vers l'intégration monétaire, on avait défini d'abord d'homogénéiser la zone. Homogénéiser la zone, c'est quoi? Tous les pays qui sont dans la zone, que ce soit UEMOA ou bien CEDEAO, n'ont pas le même niveau de développement. Il fallait maintenant définir les critères de convergence économique. Lorsqu'on parle des critères de convergence, c'est des variables macroéconomiques qu'on avait définies. Lorsqu'on connaît le plafond de l'endettement ne doit pas dépasser 70%, alors, mais tel qu'on voit peut-être par rapport à nos décideurs ne se rendent même pas compte ou bien ne prennent même pas compte de ces critères de convergence. Donc, tout à l'heure, raison pour laquelle j'ai dit, la monnaie dépasse même les questions économiques, mais c'est plus lié à une question géopolitique, n'est-ce pas? C'est plus lié à une question géopolitique. Donc, ces critères de convergence étaient harmonisés pour permettre aux pays d'atteindre le même niveau de développement, en quelque sorte, de créer l'homogénéité. C'est vrai, après, il y a tellement d'articles qui ont sorti et faire le mea culpa pour dire qu'on peut aller vers une monnaie unique sans avoir ce qu'on appelle les critères de convergence. Mais on avait considéré que l'UEMOA a réussi au moins à stabiliser. Et si vous prenez les pays de l'UEMOA, seul le Togo arrivait à respecter ces critères de convergence. Donc, pour vous dire, il y a ce phénomène macroéconomique, mais ça dépend aussi de la volonté de nos autorités. Une autorité qui s'amuse avec l'endettement ne prend pas en compte le niveau de l'endettement plafonné à 70%. L'inflation, nous n'avons pas de problème parce qu'on a une politique monétaire qui est indépendante d'une politique budgétaire. Si vous allez dans les pays de l'Afrique de l'Est comme le Zimbabwe, alors il y a un président qui s'amusait à chaque fois en me disant, bah, moi la monnaie, mais on a eu des taux d'hyperinflation de 50%, des milliardaires qui sont incapables d'acheter une voiture. Pour vous dire l'importance de la monnaie. Il fallait s'attendre aussi que donc les autorités aussi, le fait de ne pas quand même vouloir coûte que coûte aller vers la monnaie unique, on prenait en quelque sorte des échéances électorales. Parce que tout le monde savait qu'avec peut-être une monnaie unique, alors il fallait anticiper une instabilité financière dans le court terme, une instabilité qui peut perturber quand même les avancées du développement dans le court terme. Mais, et que le peuple soit conscient que c'est une situation passagère. Ça aussi, il faudra en préparer le peuple. Donc, il est bien important, il est bien d'aller vers une intégration monétaire, mais tout en prenant en compte ses avantages. Donc, l'intégration monétaire, en quelque sorte, ce processus monétaire que nous souhaitons tous, renforce ce qu'on appelle la compétitivité. Alors, on a toujours dit que depuis notre primaire, on a une balance commerciale qui est déficitaire. Et l'explication qu'on a l'habitude de donner, le Sénégal n'a pas de grande usine, notre tissu industriel est faible, mais c'est dû aussi à une faiblesse monétaire. L'interconnexion des marchés aussi joue un rôle très important. Que nos marchés soient interconnectés et que nos pays puissent échanger davantage. Autrement dit, que le commerce intra-régional soit beaucoup plus dense que le commerce interrégional, n'est-ce pas? Alors, donc ça aussi, ce sont des éléments qu'il faudra prendre en compte. Alors, voilà. Donc, et là, pour en venir maintenant, soit au niveau de la CEDEAO, après avoir peut-être donné un peu
l'historique ou bien l'importance d'une union monétaire et d'une intégration monétaire. Alors là, venir un peu sur l'historique monétaire, c'est en 1975 que les pères fondateurs étaient convaincus que face à la marginalisation des États africains, l'unique solution par la voie est d'unir leurs forces pour un développement harmonieux et durable. Ils étaient convaincus que pour sortir de cette marginalisation, parce qu'on a tellement vécu de marginalisation et les séquelles de la colonisation, de l'esclavage étaient là, mais il y avait un autre combat beaucoup plus important pour effacer cette marginalisation, c'est gagner le combat économique. Et les pères avaient compris que pour cela, il faut unir notre force, aller vers l'intégration économique. C'était en 1975. Pour vous dire que moi, raison pour laquelle je parle ici d'un processus qui tend peut-être à voir la finalité. Et à chaque fois, il y a ce qu'on appelle des obstacles. Ces obstacles ne sont pas des obstacles purement économiques, mais il y a des obstacles purement politiques. Donc, la monnaie a été toujours une question peut-être qui est au sein de l'économie, donc un élément sur des questions géopolitiques. Et cela nous permet maintenant de voir l'évolution de la monnaie au sein de CEDEAO. Alors, entre-temps, il y a une évolution très rapide. La réunion du conseil du comité ministériel sur le programme, on a eu la chance, nous Sénégalais, celui qui dirigeait peut-être ce projet était un Sénégalais, professeur Benoît Mandiaye, qui est actuellement à l'université Anta Diop. Et je pense qu'on a beaucoup échangé sur ces points, sur l'avancement, sur les obstacles. Et je pense, comme je l'ai dit, il y a une volonté politique qui reste peut-être la réunion du comité ministériel après délibération a décidé de ce qui suit. Au titre du régime de change, pour vous dire, retenez ici, retenez ces différents points. Ces différents points qui ont été élaborés lors de la réunion, n'est-ce pas, du politique, lors de la réunion qui a été tenue en Abidjan, n'est-ce pas? Alors, au titre du régime de change, il a été retenu un régime de change flexible, assorti d'un ciblage d'inflation comme cadre de politique économique. C'est quoi d'abord un régime de change? Nous avons deux types de régimes de change, fixe et flexible. Le débat aussi par rapport à l'écho de l'UEMOA a eu lieu par rapport à ce régime de change fixe. Raison pour laquelle il y a des économistes qui disaient que le seul changement qu'on a observé, c'est un changement d'appellation. Il ne sert pas à l'écho. Alors, le régime de change flexible, donc, c'est lorsque les mécanismes du marché peuvent quand même conduire alors le changement monétaire. Je donne un exemple concret sur le dollar. Le dollar par rapport peut-être à l'euro, le dollar par rapport à l'euro et que l'euro, parce qu'on ne peut pas dire le dollar par rapport au franc CFA, parce que l'euro, c'est le franc CFA, c'est la monnaie intermédiaire entre l'euro et le dollar. Et le régime de change flexible, le dollar a un régime de change flexible. Souvent, vous entendez le dollar baisse, le dollar baisse. C'est dans ce sens qu'on parle d'un régime de change flexible. Et qu'est-ce qui fait que le dollar baisse et le dollar augmente? C'est par rapport peut-être à ces externalités économiques. Assorti d'un ciblage d'inflation, c'est mener une politique d'inflation stable, limiter le niveau général des prix. Alors, maintenant, par rapport à ce régime de change flexible, parce qu'un régime de change flexible, la monnaie sera flexible à toutes les autres monnaies, alors des autres pays. S'agissant du modèle de futur de la Banque centrale de la CEDEAO, il a été convenu l'adoption du système fédéral des banques centrales, que chaque pays puisse avoir une banque centrale et que donc il y a une grande banque centrale maintenant qui va gouverner. C'est ce que les États-Unis ont, le Federal Bank. Federal Bank. Alors, donc, ce sont ces éléments qui ont été retenus dans le cadre de la CEDEAO, assortis d'un régime de change flexible, c'est important. Sur le choix de la dénomination de la monnaie unique de la CEDEAO, le consensus s'est dégagé autour de la
dénomination, ECO. Alors, l'ECO, toutefois, l'ECO, c'est le diminutif de ECOWAS, qui veut dire CEDEAO en anglais. Toutefois, un accord n'a pas pu être trouvé sur le symbole. À cet égard, il a été recommandé d'approfondir les réflexions sur le symbole à associer avec ECO. Et vous avez bien fait de dire l'ECO de la CEDEAO et l'ECO de l'UEMOA. Donc là où il y avait un consensus, là où peut-être le prolongement qu'on peut observer, le prolongement de l'ECO en termes d'appellation au niveau de la CEDEAO a été prolongé au niveau de l'UEMOA. Parce que l'écho qu'on entendait au niveau de CEDEAO, c'est le même nom qui a été reconduit avec les pays membres de l'UEMOA. Donc, sur le choix de la dénomination, il n'y avait pas de débat. Le consensus était dégagé sur la dénomination ECO, qui est un diminutif de ECOWAS. Concernant l'état de la convergence macroéconomique, c'est là où maintenant il y avait des difficultés. Alors, raison pour laquelle le processus ou bien le projet de la monnaie unique de la CEDEAO alors tarde à se concrétiser. La convergence macroéconomique, c'est quoi? Rendre la zone homogène. Et si vous regardez la zone de la CEDEAO, nous avons des pays où leur poids dépasse largement les autres. Le Nigeria a longtemps hésité peut-être de faire partie du projet parce qu'il ne voyait pas son intérêt. Le poids du Nigeria et du Ghana dépasse le poids des autres pays qui partageaient l'UEMOA. Alors, le Nigeria et le Ghana font partie des derniers pays qui ont ratifié ce projet. Donc, en termes, c'est la raison pour laquelle on avait dicté ce projet de convergence, que les pays doivent rendre la zone homogène, que chacun doit faire des efforts pour harmoniser les niveaux de développement. D'ailleurs, mais pour vous dire que malheureusement, cette convergence a été copiée aussi par rapport au projet de l'Union européenne, parce que l'Union européenne aussi, pour aller vers l'UE, avant l'Union européenne, il y avait d'autres monnaie. Pour aller vers l'UE, on avait aussi copié ce projet. Donc, ce qui fait qu'ici, ce niveau de développement était une priorité pour finaliser le projet. Mais le poids du Nigeria et du Ghana posait problème. Il fallait harmoniser. Comme je vous le dis, le calendrier peut-être des politiques est différent par rapport au calendrier peut-être des économistes qui voient peut-être le développement en tant que tel. Alors, un pays, un président qui s'endette pour honorer ses engagements avant les élections, ce président n'a pas intérêt à respecter les critères de convergence parce que ce qui est important pour lui, c'est de gagner les élections, peut-être tout en réalisant ses projets économiques. Alors, donc, cette convergence était une condition sine qua non pour la création d'une monnaie crédible au sein de la CEDEAO. Malheureusement, cette convergence macroéconomique, cette homogénéité macroéconomique a toujours été un grand obstacle. Alors, ce qui a d'ailleurs poussé, parce qu'il y a des économistes ou bien des chercheurs comme Rose et Frankel, ont fait des grands travaux sur la monnaie, parce qu'ils ont fait leur mea culpa en disant que c'est possible d'aller vers la monnaie unique sans une zone homogène, ce qui a encouragé quand même certains pays. Parce que l'idée était de quoi? Maintenant, il faut aller vers ce processus parce qu'on avait donné une date butoir et que la convergence macroéconomique va suivre. Mais comme je l'ai dit, hein, ces questions monétaires ne se limitent pas à une question. Alors, je me rappelle, peut-être il y avait un président togolais qui avait pris une date de créer sa monnaie unique. Le président togolais, si peut-être vous pouvez me rappeler après son nom, si vous connaissez l'histoire, à 2 jours de cette date, il a été assassiné. Donc, il y a des lobbies derrière par rapport à ça. Donc, doubler maintenant d'une convergence économique, la question monétaire devient de plus en plus sérieuse. Mais, alors, proposition sur le nom de la Banque centrale de la CEDEAO. Nous sommes là, on avait dégagé qu'il faudra trouver ce qu'on appelle une fédération des banques centrales. À l'issue des échanges, le comité ministériel a retenu les 2 propositions suivantes et a soumettre au gouvernement au sommet du 21 décembre 2009. C'est là, à ce moment, raison pour laquelle les gens
se pose même la question, on ne comprend pas la décision des pays de l'UEMOA parce que tout a été organisé. Et il y a une proposition qui devait être proposée et qui devait être peut-être partagée avec les chefs d'État et du gouvernement au sommet du 21 décembre 2019. Alors, si on se rappelle bien la déclaration de Ouattara, c'est bien avant ce sommet-là. Donc là, économiquement, on ne peut pas expliquer cette rupture pour un projet qui était là et qui était prêt peut-être à être finalisé au moins et qui était vraiment une... alors, et qui devait quand même conduire à une intégration monétaire forte. Et que donc, ici, il y avait la Banque centrale. Il y avait la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, il y avait la Banque centrale Ouest-Africaine. C'est deux propositions et que cette Banque centrale représentait une banque qui va fédérer les autres banques centrales. Et que donc, sur maintenant, tout ça, c'était des avancées au niveau de l'écho de la CEDEAO. Le comité ministériel a examiné les symboles proposés dans le rapport et qui a été retenu par ordre de préférence, à soumettre aussi au chef d'État pour un choix définitif. Pour vous dire qu'on était pratiquement à la fin de ce long processus et que donc les deux symboles qu'on avait, que le comité ministériel avait proposés, c'est ces deux symboles que vous voyez sur l'écran. Et tout récemment, le sommet devait se tenir pour vous dire que là, on parle plus des enjeux politiques que des enjeux économiques. Alors, le sommet, pour valider ses propositions et aller vers la monnaie unique, devait se tenir le 21 décembre 2019. Et le 22 décembre, aussitôt le lendemain, juste après le lendemain du sommet, tout récemment, le président de la République, président en exercice de la Commission, le chef d'État de l'UEMOA, les chefs ont décidé du changement du nom de la monnaie du franc CFA à l'ECO. Qu'est-ce qui a motivé réellement cette volonté de laisser le projet plus crédible, le projet de CEDEAO de la monnaie unique qui est crédible au détriment, au profit d'une monnaie unique de l'UEMOA? Et là, c'est le moment de faire cette différence entre... Excusez-moi, docteur. Une petite question. Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, il a parlé en son nom propre ou bien au nom de tous les chefs d'État de la zone UEMOA? Merci beaucoup, Youssouf. Je pense que ça aussi, c'était un débat. C'était un débat. Mais vous savez, le président en exercice de la commission de l'UEMOA a déclaré ici. Donc, selon les textes, ce qu'on peut voir, c'est en réalité Ouattara qui représente ses pairs. Parce que Ouattara ne peut pas prendre à lui seul une décision si sérieuse qui concerne une zone. Vous voyez? Comme si on peut parler d'un coup d'État monétaire. Parce que normalement, le 21, on devait valider. Malheureusement, le sommet n'a pas eu. Au 22, aussitôt, Ouattara fait la proclamation. Et ce n'est pas la personne de Ouattara qui compte, mais l'institution que Ouattara représente. Parce que si ses pairs n'étaient pas d'accord avec les propos de Ouattara, je pense qu'aussitôt, ils vont démentir. Malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui a été concocté depuis. Et par hasard, et rien n'est hasard, Ouattara était à côté de Macron pour faire cette déclaration. Et cela prouve encore que ces questions monétaires dépassent même l'aspect économique. Les chefs d'État de l'UEMOA ont décidé du changement du nom de la monnaie du franc CFA à l'ECO. Premier point similaire. Le CEDEAO avait un projet ECO, alors l'UEMOA a porté l'ECO de la CEDEAO. Mais est-ce que le contenu est là? Alors, la suppression du compte d'opération, ça c'était un des avantages. Le compte d'opération, c'est là où on logeait les réserves. Alors, dans mes discussions avec toujours peut-être le professeur Kassé, il me disait que si on arrive peut-être à retourner l'argent qui est dans le compte d'opération, je pense que le problème du financement de l'Afrique peut se régler. Parce que le compte d'opération, ce n'est pas le nom qui pose problème, ce n'est pas le franc CFA. Peut-être dans ce débat, chacun a une part bien déterminée.
Les activistes tels que vous l'entendez, les Kimi Seba et les Guy Marissagna, ce qui leur arrange, c'est de couper le lien ombilical. Que ça soit que notre monnaie, que le nom de la France disparaît de notre monnaie. Mais le débat est beaucoup plus profond. C'est le compte d'opération. Parce qu'on ne peut pas quand même dire qu'on garantit une monnaie avec un taux assez conséquent, voire au taux de 40-50%. Je donne l'exemple. Alors, comme si vous déposez peut-être 100 000 francs, parce que, telles que les choses de manière concrète, alors si vous prenez 10 000 francs de francs CFA, vous ne pouvez pas aller acheter un bien américain. Parce que l'Américain ne connaît pas le franc CFA, mais l'Américain connaît l'euro. Et l'euro, et que donc la France, pour assurer cette garantie, vous qui amènez 10 000 francs, vous n'allez pas ressortir avec l'équivalent de 10 000 francs en euros, mais vous allez ressortir en quelque sorte avec la moitié. Et l'autre moitié, on vous dit qu'on va garder cette monnaie pour garantir. Et il fallait supprimer le compte d'opération. Alors, mais la question se pose, cette suppression du compte d'opération, c'est bien. Et l'argent qui était dans le compte d'opération, comment nous allons l'utiliser? L'argent qui est, les milliards qui sont stockés dans ce compte d'opération, ça pose problème. Et l'autre, c'est quoi? La suppression du compte d'opération, mais le retrait aussi des représentants de la France dans tous les organes. Vous le savez bien, au niveau du conseil d'administration, les Français ont des chaises là-bas, au niveau du compte d'opération, au niveau du conseil d'administration. Pour le président Ouattara, la réforme du franc CFA prend en compte notre volonté de construire notre future monnaie de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois, de poursuivre le développement économique. C'est bien, la déclaration, elle est noble. Mais la réforme peut avoir plus de crédibilité si les autres pays de la CEDEAO avaient été dans le lot. Parce que nous sommes dans une union où on suppose que la Côte d'Ivoire est la locomotive de l'union. Et quelqu'un comme le Nigeria et le Ghana, s'ils étaient dans ce projet, il y aurait plus de crédibilité. Alors, mais si on peut parler comme ça, il y a une hold-up à la dernière minute. Donc, avant tout commentaire, rappelons en quelques mots que les inconvénients et avantages du franc CFA auxquels nous avons décidé de renoncer, c'est important. Parce que il faut aussi comprendre, peut-être c'est là où les politiciens ou bien les décideurs ont des soucis. Parce que le fait de quitter le franc CFA ne décrète pas un développement au lendemain des pays africains. Non, il y a aussi un long processus à mener. Est-ce que, par exemple, nos autorités, nos économies sont capables de porter une monnaie puissante? Sans une bonne intégration économique très dense, l'intégration monétaire pose problème. Si on n'arrive pas à revoir le modèle économique, alors, lorsqu'on aura une monnaie unique ou bien l'éco, nous allons tomber dans une instabilité financière. Alors, créé depuis 1945 et resté en vigueur jusqu'à cette date, en prenant un à un les reproches faits au franc CFA, on pourrait aussi citer quelques avantages que je cite. En termes de reproches, on évoque généralement le civil franc CFA qui signifie franc des colonies françaises d'Afrique, en réalité communauté financière d'Afrique. Alors donc là aussi, c'est un des reproches qui était peut-être une tache noire par rapport à notre souveraineté monétaire. On ne peut pas dire que l'indépendance économique se décrète alors que vous avez la monnaie étrangère. Alors, et ça, je pense que c'était le combat des activistes. Les réserves de devises des pays de l'UEMOA, logées au trésor français, profitaient davantage à la France, vous le savez bien. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, vous amenez 100 000 en euros pour peut-être pouvoir avoir la possibilité d'acheter un bien américain parce que l'euro est convertible avec le dollar, le franc CFA est convertible avec le dollar par l'intermédiaire de l'euro. Mais cette conversion n'est pas une conversion à égalité. Une bonne partie est logée dans le trésor français. Alors, donc, les réserves qui sont logées profitaient plus à la France. Alors,
il y a des présidents comme Jacques Chirac qui ont avoué en disant que si on arrive à renoncer ou bien à quitter le franc CFA, alors la position de l'Afrique, la position de la France au niveau du développement va être une position rétrogradée, une politique de crédit restrictive. Cette politique de crédit restrictive, vous avez peut-être remarqué ça au niveau des banques. Le rôle d'une banque dans une économie, c'est le financement. Mais c'est au Sénégal ou bien dans notre zone que vous voyez simplement des banques qui sont là à récupérer les dépôts des clients et qui ne participent pas au financement de l'économie. Donc cette politique de crédit n'est pas une politique qui est expansive, mais c'est plutôt restrictive. La fabrication des billets à Chamalières, bon, d'autres nous parlent de Chamalières, peut-être Sané va nous éclaircir ici un peu, lui qui a fait clairement. Mais ce qui a fait, je pense, c'est dit, la fabrication des billets CFA à Chamalières, commune située dans la région d'Auvergne, alors que les pays africains produisent eux-mêmes leurs billets. Ça aussi, ça pose problème. Alors, ça peut entacher aussi la souveraineté monétaire. On nous dit que le franc CFA est frappé clairement en France. L'absence de la convertibilité des deux zones. Alors, il y avait aussi des deux zones CFA. Si vous allez dans l'autre zone, on nous parle de CFA. Mais il y a cette absence de convertibilité. Comment peut-on comprendre ça? Donc, tout ça, ce sont des éléments que l'écho de l'UEMOA disait peut-être qu'il va prendre en compte. Les aspects favorables concernent maintenant la stabilité du franc CFA. Alors, on a les présidents, leur argument, c'est toujours dire que le franc CFA est une monnaie stable. Oui, le franc CFA est une monnaie stable parce qu'il y a la garantie de la France. On ne peut pas connaître, on ne peut pas avoir des épisodes d'inflation parce qu'on a réussi à mettre une banque centrale. Mais il faut mesurer, il faut comparer maintenant le coût de perte sur les échanges internationaux, mais par rapport à l'avantage de la stabilité. Je pense que la comparaison devait se faire. Le coût de perte par rapport aux échanges internationaux dû à notre faiblesse monétaire et l'avantage de la stabilité. L'arbitrage devait se poser. La convertibilité illimitée du franc CFA avec l'euro. Mais cette convertibilité a un coût. La convertibilité n'est pas gratuite. La convertibilité fait que le trésor français ou bien la caisse du trésor français est remplie de milliards. La monnaie unique qui favorise l'intégration de l'euro. La monnaie unique qui favorise l'intégration des économies. Donc ça, tout le monde le sait, une monnaie unique favorise l'intégration. Comment interpréter cette nouvelle évolution? Ce qui fait que, pourquoi il y a une évolution et que l'UEMOA a décidé de rompre ce projet si pertinent au détriment peut-être d'un projet beaucoup plus crédible pour le cas de la CEDEAO. Le changement du nom, la suppression du compte d'opération et le rapatriement des réserves autrefois logées dans le trésor français, le retrait des représentants de la France, ça ce sont des éléments, ce sont des acquis que l'UEMOA au moins... Alors, la seule différence qu'il faudra noter, parce que tout ça c'était dans le projet de l'UE, parce que tout ça c'était dans le projet de la CEDEAO. Mais le problème se pose par rapport à la convertibilité, mais aussi au modèle du taux de change. Rappelez-vous bien, le taux de change qu'on avait opté et qui est valable pour toutes les économies, pour toutes les puissances économiques, c'est un taux de change flexible. Et ici, la France, avec l'UEMOA, elle nous propose un taux de change fixe. Ça veut dire quoi? La convertibilité est toujours là. La convertibilité est toujours là. Parce que si, alors, un taux de change fixe, c'est quoi? À la place du CFA, à la place peut-être, du moins, 1 euro coûte 655 francs CFA. À la place, on vous dira 1 euro coûte 655 échos. Alors, pour vous dire que, raison pour laquelle des économistes théorisent qu'il y a le plus flagrant peut-être dans cette étude de l'UEMOA, c'est le changement d'appellation. C'est le changement d'appellation, mais la main de la France est toujours là. Parce que si cette convertibilité est toujours là et que le taux de change fixe est toujours maintenu, il y a un réel problème. Alors que dans le projet de la CEDEAO, on avait opté pour un régime de change flexible.
par rapport au mécanisme du marché. C'est comme si vous êtes dans un marché, alors le prix, personne ne le fixe, ça dépend des mécanismes de l'offre et de la demande. Le conseil d'administration constitue des changements non négligeables par rapport aux critiques des uns et des autres. Toutefois, le lien ombilical avec la France en termes de garantie et la fixité du taux de change demeure sous d'autres formes à clarifier. Oui, en contradiction avec l'option du taux de change variable. Donc, si on peut dire, c'est ça la problématique de notre sujet aujourd'hui. Le lien ombilical avec la France en termes de garantie et la fixité demeure toujours ces changements qui ont été opérés avec l'écho de l'UEMOA, comme la suppression du compte d'opération, le retrait, alors n'enlève rien par rapport au lien ombilical avec la France que nous avons avec la France, parce que la fixité du taux de change est toujours là. Cette convertibilité existe toujours en contradiction avec l'option du taux de change variable de la CEDEAO. Ce taux de change variable, c'est le taux de change qui est flexible. Et tel que les choses, l'évolution du commerce international, l'évolution peut-être de la globalisation, tous les spécialistes sur les questions de monétaire optent pour un régime de change flexible. Alors, mais malheureusement, avec ce projet de l'UEMOA, on a voulu rester dans le régime de change flexible. Avoir toujours un éco égale 650, avoir toujours un euro égale 650 éco. Alors, donc, ce qui était en contradiction avec les grandes lignes dégagées par le projet de la CEDEAO. Alors, le plus important sera la nouvelle politique monétaire et du crédit qui sera mise en œuvre par la Banque centrale. Ils ont annoncé, mais l'acte n'est pas là. Qu'est-ce qui sera le contenu de la politique monétaire? Parce que retenez bien, la politique monétaire a pour mission de réguler la quantité de monnaie en circulation. La politique monétaire a pour mission alors de gérer la stabilité de la monnaie qui sera mise en œuvre par la Banque centrale et l'impact sur le financement de nos économies. Parce que pourquoi souvent il y a l'alourdissement de la dette, c'est cette différence entre notre monnaie et les autres monnaies. Le financement de nos économies pose toujours problème. Les banques commerciales que vous voyez, alors, qui occupent peut-être les territoires sénégalais ou bien d'autres pays, ces banques ne jouent pas le rôle comme ce qui a été développé dans la théorie économique. Les banques, leur rôle, c'est le financement de nos économies. Alors, mais pourquoi nos banques n'arrivent pas à financer l'économie? Parce que c'est dû à une mauvaise politique économique. Parce que l'argent qui est au niveau des banques ne provient de l'argent des clients. Ce sont les dépôts qui font les crédits. Alors, malheureusement, cette mission de la banque n'a pas été assumée. C'est une partie peut-être responsable d'une mauvaise politique monétaire, mais regardez l'occupation bancaire que nous avons. Alors, il y a rarement des banques nationales, la plupart sont des banques maghrébiennes et des banques qui nous proviennent de la France et autres. Alors, c'est ultérieurement que nous aurons la vraie mesure de la portée de cette grande décision du remplacement du français. Alors, puisque l'acte n'est pas encore posé, alors, il y a la déclaration, mais l'acte tarde à se concrétiser. Donc, tant qu'on n'arrive pas à voir les faits, on ne peut pas analyser est-ce qu'il s'agit d'une bonne politique. Mais la grande différence qu'on peut noter, c'est soit une défiance du projet de CEDEAO par rapport à l'option du taux de change flexible qui est par rapport à un taux de change fixe, qui reste toujours la convertibilité et qui permet toujours à la France d'avoir une mainmise. Alors, pour toutes ces raisons, on peut, à ce stade d'informations disponibles, parler davantage, mais d'importantes à défier, tels que les défis à relever, à surmonter le financement, l'industrialisation et la réduction de la pauvreté. Parce que même si on a une monnaie et que cette monnaie, il n'y a pas un toucher industriel fort, il y a toujours ce problème de financement de la monnaie. Alors, l'objectif véritable du remplacement, du franc CFA en éco est de pousser les autres pays et de pousser les autres États membres à adhérer dans cette zone. Les pays de la CEDEAO qu'on avait laissé en rade, je pense que le combat doit quand même doit orienter à convaincre ces pays à venir intégrer ce projet de l'UEMOA qui ne peut pas quand même faire face, soit par rapport aux enjeux passés.
aux enjeux de la France. Parce que n'oubliez pas aussi, nous sommes dans un contexte géopolitique de mondialisation. Ce que la France a, l'atout qu'il a par rapport aux autres pays comme la Chine et autres, alors on n'a jamais entendu des sommets France-Afrique, Chine-Afrique, mais la France a l'atout, c'est quoi? C'est qu'il y a cette relation monétaire qui nous lie avec la France et que la France ne veut pas lâcher du reste. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut. Mais le combat maintenant, c'est quand même de retrouver vers la véritable réforme du projet de la CEDEAO, qui reste peut-être un projet crédible. Donc je pense que c'était cette présentation arrive. Nous sommes au terme de notre présentation et que donc c'était les grandes lignes qu'on voulait partager avec vous pour ouvrir les débats, peut-être aller de manière approfondie sur ces questions monétaires. Parce que comme je l'ai dit, la monnaie est une chose qui est très vaste. Mais tel que vous l'avez circonscrit dans le sujet, cette opposition entre l'écho de l'UEMOA et l'écho du franc CFA. Encore une fois, je loue la pertinence de ce sujet parce que parfois on parle de l'écho de la CEDEAO, l'écho de l'UEMOA. Il était important de clarifier. En tout cas, je vous remercie et voilà, je pense que j'ai essayé quand même de répondre à vos préoccupations. Sinon aussi, je reste très disponible et très ouvert pour les questions, contributions et situations critiques. Merci beaucoup, M. Sané. Je vous redonne la parole. Allô, Sané? Votre micro est fermé. Oui, Sané, attendez. Voilà, c'est bon. Hein? Oui, c'est bon. Voilà. Alors, je disais merci, M. Sen, pour ce brillant exposé. On ne peut plus clair. Je pense que vous avez fait en un temps record le tour de la question avec une explication brillante et rapide et claire des différents points essentiels à retenir de la zone IMOA CEDEAO. Donc, vous nous avez quelque part fait une petite définition de la notion de devise en nous faisant comprendre que la devise, c'est une monnaie donc qui peut s'échanger contre toute autre monnaie et qui donc peut être compétitive et un instrument d'échange dans toutes les zones internationales, donc de par sa convertibilité. Donc, vous nous avez fait comprendre aussi qu'elle est une devise, donc c'est une monnaie qui est souvent apparentée à une puissance économique. Il faut d'abord être une bonne puissance économique pour prétendre disposer d'une monnaie équivalente à une devise. Donc, après, vous nous avez fait l'historique un peu des crises qui ont secoué un peu la monnaie sénégalaise, à savoir la dévaluation de 1994, qui était donc les conséquences d'un déficit de la balance commerciale qui était noté à cette époque. Alors, après cela, vous nous avez un peu fait un exposé sur la nécessité d'une intégration économique et monétaire pour une économie forte, en nous faisant comprendre que notre monnaie n'a pas un problème d'instabilité, vu qu'on a donc un taux de change fixe avec l'euro. Le CFA est convertible à l'euro par un taux de change fixe depuis maintenant des années. Mais on a plutôt un problème de monnaie pouvant booster les échanges. Donc, en quelque sorte, vous nous faites comprendre que un peu, tout à l'heure, vous avez fait le corollaire en faisant comprendre que le franc CFA, pour le franc CFA, on a fait une division entre deux zones, la zone ECOMAS et la zone IMOA, comment dirais-je, où nous faisons partie, Sénégal, Mali et tout ça. Donc, et qu'il y avait un problème d'échange entre ces deux zones-là, car les deux CFA ne sont pas directement convertibles entre elles.
les CFA de la zone de l'Afrique centrale, à savoir le Cameroun et l'Afrique, cette zone-là, n'est pas convertible automatiquement avec les CFA de la zone, comment dirais-je, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire et tout ça. Et donc ça, c'était un problème. C'était un problème qui était incompréhensible, d'autant plus que ces deux monnaies s'appellent CFA. Et que donc, pour qu'il y ait échange, il faut forcément qu'on échange la monnaie de la zone UEMOA, qu'on l'échange déjà avec l'euro, pour que l'euro vienne s'échanger avec la zone ECOMAS. Donc, c'était un peu incompréhensible. Vous l'avez souligné même d'ailleurs. Et ceci constitue d'ailleurs un problème pour notre monnaie actuelle. C'est pourquoi vous avez dit qu'on a un problème de monnaie pouvant booster donc les échanges. Alors, bon, c'est juste un point qui pouvait expliquer ce que vous avez souligné. Vous avez tantôt dit aussi que la faiblesse de notre monnaie est la cause des différences, c'est la cause des différences entre les monnaies nationales et monnaies locales. Donc, tout ça, vous l'aviez souligné en faisant donc un peu référence à la notion de monnaie commune et de monnaie unique. Depuis quelque temps, vous avez bien précisé que des discussions ont été menées au sein de l'UEMOA pour voir comment donc aller vers une monnaie unique forte, une monnaie unique pouvant booster les échanges au sein de l'UEMOA, mais aussi entre l'UEMOA et la zone CEDEAO. Donc, et pour cela, donc, des discussions ont été menées dans la perspective d'une intégration monétaire. Et dans ce sens, une réunion a été tenue par le comité ministériel de la CEDEAO et à l'issue pour la création d'une monnaie unique. Et à l'issue de ces échanges au niveau du comité, 3 points ont été retenus, à savoir la mise en place d'un régime de change flexible pour la monnaie unique de la CEDEAO, un système la mise en place d'un système fédéral des banques centrales pour gérer les questions monétaires dans la zone, et donc la mise en place d'une monnaie donc à dénomination éco, pouvant donc remplacer, qui ira dans le sens de remplacer le franc CFA, le Naira, la monnaie ghanéenne et aussi les monnaies qui sont un peu partout éparpillées, à savoir le Dalasi et tout, pour être remplacé quelque part par l'ECO. Donc, c'est ça qui a été les points essentiels qui ont été retenus par le comité ministériel de la CEDEAO. Et après, il y a eu quelque part des problèmes pour la mise en place de ce nouvel ECO, à savoir les critères de convergence. Les critères de convergence, c'est-à-dire là, vous avez expliqué que pour la mise en place d'une monnaie unique, il était nécessaire que les économies aient à peu près, même si ce n'est pas qu'ils soient au même niveau, mais qu'ils aient à peu près la même tendance, c'est-à-dire à savoir une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance et le respect des directives monétaires, donc de la zone. Et malheureusement, nous avons dans la zone CEDEAO, nous faisons face à des économies à tendance un peu éparpillée. Voilà, d'autres ont une croissance qui tend vers l'exponentielle quelque part, mais d'autres qui ont tendance parfois à la hausse, mais parfois à la baisse, donc qui ont des courbes un peu synalagmatiques. Donc, ce qui fait qu'il était un peu difficile, comment dirais-je, de mettre en place cette ECO, d'autant plus que pour la plupart des questions monétaires, c'est des questions qui sont liées quelque part à des questions de politique et à des questions politiques, à savoir pour la réélection, pour garantir la réélection, certains chefs d'État sont souvent amenés à endetter leur pays et à s'assurer de la mise en place de leur projet pour convaincre un peu les populations et un peu oublier donc les critères de convergence qui ont été mis en place dans la zone, dans la zone où ils sont, afin de pouvoir donc mener les politiques communes le plus rapidement possible. Donc ça a constitué un point. Un autre point qui a alimenté donc les débats quelque part ces derniers mois, ou bien ces derniers temps, c'est le problème de l'ECO-UEMOA, qui a vu le jour après l'annonce donc de la volonté de mise en place de l'ECO-CEDEAO pour 2020. L'ECO-UEMOA qui
avait comme contenu, donc, d'après votre présentation, la suppression du compte d'opération. Je pense que dans votre présentation, vous avez assez détaillé ce que signifie le compte d'opération. Le retrait des représentants de la France dans les comités monétaires de l'UEMOA, le rapatriement des réserves de la zone UEMOA logées dans les réserves de la Banque de France, de la Banque de France. Alors ça, c'est cet éco-UEMOA qui a été proposé par la France et validé par les chefs d'État de la zone UEMOA, constitue donc un frein à la mise en place de cet éco-CEDEAO qui, d'après vous, devrait être l'écho sur lequel les discussions devront être basées, d'autant plus qu'il y a deux points qui vous intriguent par rapport donc à l'éco-UEMOA, à savoir le maintien de la convertibilité du taux de change fixe. Si on peut comprendre peut-être si vous aviez un peu plus développé, je pense qu'on allait beaucoup plus voir même le risque de ce taux de change fixe qui d'ailleurs n'arrange que les intérêts de la France par rapport aux collectes ou bien à la récupération des matières premières ici en Afrique. Mais aussi du problème de la garantie que la France assure tout le temps, toujours sur la monnaie éco, qui est une garantie donc assortie d'intérêt, qui est assortie d'un coût exorbitant que vous avez souligné. Et donc, d'après votre exposé, on peut comprendre que la question de la convertibilité et la question de la garantie sont quelque peu un problème qui vous préoccupe et qui, d'ailleurs, vous a poussé quelque part à proposer l'orientation de la réflexion du côté donc de l'éco-CEDEAO qui, en plus de prendre en considération les trois points essentiels donc du transit du franc CFA à l'éco-UEMOA, à savoir la suppression du compte d'opération, le retrait du représentant de la France, le rapatriement des retraites, propose aussi d'autres critères de convertibilité, à savoir le taux de change flexible, qui peuvent donc nous être très utiles, et donc une garantie assurée de façon souveraine par les États de la zone CEDEAO par la jonction de leur puissance économique et par la libéralisation politique et économique à travers la facilitation des échanges dans la zone. Ils vont donc booster les échanges et donner une puissance à notre monnaie à travers les fluctuations financières et donc nous permettre donc d'avoir une plus grosse compétitivité au niveau international. Donc, cela sont les principaux points de votre présentation. Je m'en vais donc passer la parole donc à Youssouf peut-être et aux auditeurs pour d'éventuelles questions qui pourraient vous être posées. En attendant, je prépare mon stylo et ma feuille pour bien relever et donc passer au tour à tour les différentes questions qui seront posées. Je vous passe la parole. Je vous remercie. Merci Sané. Merci l'animateur. Donc, je pense que l'exposé a été clair, brillant. Et le résumé aussi qu'a fait Sané est succinct et permet de mieux comprendre les contours. Donc, moi, j'avais quelques questions. Donc, les questions sont ouvertes. Donc, moi, j'ai 2 ou 3 questions. Premièrement, les critères de convergence. Quand on regarde ce qui se passe en Europe avec la zone Schengen, l'euro, on voit qu'il y a des pays qui n'atteignaient pas ces critères, qui ne respectaient pas ces critères de convergence-là, qui sont toujours dans la zone euro. Je peux parler de la Grèce ou bien d'autres pays qui ont eu beaucoup de difficultés économiques. Est-ce vraiment une obligation que de mettre en place ces critères de convergence-là? C'est vrai, dans la forme, c'est important, mais est-ce que ça ne va pas être trop bloquant alors que nous, on a besoin quand même d'y aller et ensuite d'essayer d'équilibrer au fur et à mesure, même s'il y a les ambitions politiques qui sont derrière pour essayer de bloquer ces critères de convergence-là. Deuxième question, c'est par rapport à la convention qu'on a eu à signer le 21 décembre, qui marque la fin du franc CFA pour aller vers l'éco-UEMOA, je précise. Maintenant, ma question à savoir, moi j'ai deux soucis.
certes, il y a la France qui sort du conseil d'administration, tel qu'ils l'ont stipulé, mais on a un personae, un entity personae, je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé dans l'accord, qui doit être choisi de commun accord avec la France. Et tel que c'est libellé, il me semble que ça va être un de leurs hommes. Moi, tel que je le comprends. Je peux relire le libellé et le rôle et le profil qui doit être là-bas. Mais j'ai l'impression que c'est un homme fort de la France qui va être là-bas. Donc, est-ce que réellement c'est cela ou bien est-ce qu'on peut revenir de fond en comble sur le rôle de ce entity personnel-là et comment est-ce qu'on va le choisir? Bon, troisième question, c'est par rapport à l'accord toujours. Donc, on a l'accord, certes, mais on a vu que c'est assujetti, il y a une partie importante qui est la convention de garantie. Je pense que la France se met en garantie. On a supprimé le compte d'opération, mais on a institué une garantie. Donc, la France se met comme garante. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu de publication par rapport à ces conditions de garantie-là, alors que tout repose sur cela. Si on supprime un compte d'opération et qu'en parallèle, on crée un système de garantie, quelles sont les conditions de garantie, comment ça va se passer? Il y a un flou total. Donc, ça fait presque 8 mois, 9 mois qu'on a signé cette convention-là, comme l'a dit Sen, le docteur Sen. Donc, ce n'est pas seulement Ouattara, parce que j'ai vu la signature de tous les chefs d'État de la zone UEMOA, en tout cas leurs représentants. Donc, on l'a signé. Il y a une garantie, une convention sur la garantie qui doit sortir. Jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. Est-ce que c'est sorti? Et si ça sort, est-ce que ce sera à notre avantage? Tout cela, c'est ma question, en fait. Est-ce que réellement, le système tel qu'il a été fait, suppression de compte d'opération, création d'une garantie, est-ce que réellement ça nous arrange? Voilà mes 3 questions. Donc, premièrement, sur l'intitulé personnel. Deuxièmement, sur la convention de la garantie. Je pense qu'après, c'est sur les critères de convergence. Merci beaucoup, Sani. Merci à vous. Alors, M. Sen, je pense que ce qui serait mieux, c'est qu'on réponde au tour à tour, hein, puisque le temps nous est un peu imparti. Oui. Bon, on est 19h22. Je pense qu'il nous reste un peu de temps. Et vu l'importance des questions qui nous sont posées, je pense qu'on va répondre par intervenant et non cumuler les questions et les répondre après. Et alors, voilà, pour la première question ça concerne les critères de convergence. Il a bien souligné que dans l'espace Schengen, pour la création de l'euro, on a vu qu'il y a des pays qui n'avaient pas respecté les critères de convergence, mais malgré tout, cela n'a pas entravé le projet. Les pays de l'espace Schengen se sont lancés dans le projet et ont adopté même ces pays qui ne respectaient pas les critères de convergence et sont allés avec eux dans la création de la monnaie unique, l'euro. Est-ce que si l'espace Schengen a réussi cela, qu'est-ce qui devrait nous empêcher, nous, la zone CEDEAO, de nous lancer d'abord, tout en sachant qu'il y a des problèmes concernant la convergence des États membres, et rectifier après au Je pense que c'était ça la question, sur Youssoufa, la première question. C'était ça, Youssoufa? Oui, c'est bien ça. Effectivement, c'était ça. Si j'ai bien noté, hein, c'est bien ça. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup, Sané. Merci aussi, Youssoufa, pour les questions vraiment très pertinentes. Vous l'avez bien saisi. Et je pense que vous avez sorti peut-être les points phares de cette opposition entre ECO-CEDEAO et ECO-UEMOA. Vous l'avez bien dit, hein, comme je l'ai dit peut-être lors de ma présentation. Les questions monétaires, c'est des questions très sérieuses. Et dans ces questions très sérieuses, au départ, il y avait beaucoup d'économistes qui avaient sorti des articles de production en disant qu'on ne peut pas aller dans une zone monétaire sans rendre la zone homogène. L'homogénéité de la zone était obligatoire, ce qui a quand même permis peut-être aux autorités de retracer un certain nombre de critères de convergence. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Ces critères de convergence entrent souvent en contradiction avec le calendrier électoral. Et que donc,
Et comme je l'ai dit, hein, récemment, j'ai lu un article de Frankel Rose, donc c'est un spécialiste en monnaie, qui avait plaidé pour des critères de convergence. Mais il a fait son mea culpa en disant que c'est bien possible d'aller vers une zone monétaire et en attendant de rancher les critères de convergence. Donc, vous voyez, alors le grand obstacle peut-être de cette monnaie unique, ça a été toujours, on dit qu'on n'a pas. Bon, j'ai l'impression que le son est parti du côté Alors, du docteur Youssoufa? Sen. Oui, le son est parti. Oui, oui, Peut-être prendre les voilà, questions c'est ce en que je attendant voulais qu'il m'assurer revienne. de cela. Oui. D'accord. Il y a d'autres questions en suspens? Je suis à l'écoute hein, pour ceux qui ont des questions. Voilà, le docteur Sen, je pense qu'il est connecté. Je vais lui Voilà, renvoyer son rôle d'animateur. voilà, vous m'excusez, hein, c'était un peu. D'accord. Pas de souci. Je vous ai renommé Donc, animateur, donc c'est bon. Yep. Yep. voilà, donc je disais Voilà. que je disais tout à l'heure que ces questions monétaires, souvent, c'est une question d'homogénéité. Mais on s'est rendu compte que ces critères de convergence ne peuvent pas être la condition sine qua non pour aller vers la monnaie unique. Tels que les économistes qui avaient plaidé à ces critères de convergence sont en train de faire un mea culpa. Donc, je pense que Moustapha Abdouk, comme vous l'avez bien dit, on peut aller vers cette zone monétaire sans remplir les critères de convergence. Alors, l'autre question, vous l'avez dit, hein, la mainmise de la France. Il y a cette mais toujours, on ne comprend pas, vous l'avez dit, cette commission dont vous parlez tout à l'heure. Alors, ces discussions dans ces discussions, on parle de représentants. Or, dans le retrait, pour vous dire que, je l'ai dit peut-être en fin d'exposé, la déclaration est là, mais l'acte en tant que tel, alors n'est pas encore posé, l'acte en tant que tel, parce qu'il y a toujours des zones d'ombre par rapport à ça. Alors, on nous parle des retraits et on nous parle toujours du mais, alors qu'il sera piloté par la France. Alors, donc, cela veut dire quoi? Il y a toujours ce représentant-là. Et que ce représentant est adouci de la garantie dont vous parlez en dernier lieu par rapport à la troisième question. Donc, la garantie, sachez que la France ne peut pas faire une garantie qui est totalement gratuite. Je pense que c'est un pays qui défend ses intérêts. Alors, donc, le compte d'opération, c'était pour garantir. Et on nous dit qu'il y a cette disparition, que le compte d'opération n'existe plus, mais la garantie, elle est là. Est-ce que cette garantie, alors la question qu'on doit se poser nous tous, est-ce que cette garantie qui est là, est-elle une garantie qui est gratuite ou bien? Donc, toutes ces questions, peut-être, comme vous l'avez dit, hein, posent un certain débat. Je pense qu'il va falloir, ce qui fait que ce projet, ce n'est pas un projet encore qui a été approprié par déjà les chercheurs, parce qu'il y a des zones d'ombre qu'on n'arrive pas à déceler. Et je pense que, et peut-être pour mieux éclairer ça, il faut que l'acte en tant que tel soit posé, parce que c'est une déclaration qui a été faite à un moment inattendu, que personne ne s'attendait. Donc forcément, il y a des zones d'ombre que les gens sont en train de suivre. Donc je pense que par rapport à ces trois questions, c'est ce que je voulais
ajouter, mais les gens ont compris et que donc là, les gens se mettent d'accord que la monnaie unique est possible sans l'atteinte des critères de convergence. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc pour la deuxième question de Youssoufa, ça concerne donc la convention du 21 décembre portant transition franc CFA éco-UEMOA. Donc, dans la convention, il a été stipulé que l'entité persona sera donc nommé de commun accord avec la France. Donc, c'était quelqu'un qui allait être élu, mais il fallait donc le veto de la France pour que ce dernier puisse exercer ses fonctions. Donc, et d'après les préoccupations de Youssoufa en la matière concernent donc la participation de la France dans la désignation de cette entité persona, qui d'après lui serait peut-être la zone d'ombre, la zone d'ombre qui devrait être éclaircie pour savoir si c'est la France qui va désigner cette personne-là, ou bien si c'est la France qui va mettre la pression aux représentants du comité interministériel ou du comité directeur pour l'élection donc de cette entité personnelle-là. Voilà, donc je pense que merci beaucoup, vous l'avez bien dit, hein, c'est une zone d'ombre parce qu'on ne peut pas dire que le retrait des représentants français est venu dire qu'il y a un représentant qui va être là grâce à un veto qu'on a employé à un Français. Alors, d'après peut-être les explications qu'on a eues par rapport à ces questions, ça c'est parce qu'il y avait au début des représentants. Alors, mais là, on nous parle d'un représentant de la France qui aura un droit de veto. Et on sait que c'est quoi un droit de veto? C'est un droit qui peut peut-être faire une opposition à tous les autres peut-être droits, n'est-ce pas? Alors donc, comme vous l'avez dit, c'est toujours la main de la France qui est là. Alors on a toujours plaidé, c'est toujours la main de la France qui est là. Et donc, si vous regardez peut-être la dernière notification de la CEDEAO a un peu soulevé peut-être ce représentant de la France qui ne figurait plus, qui n'était plus dans le projet de la CEDEAO. Mais avec l'écho de l'UEMOA, on voit qu'on nous dit dans les textes qu'il y a un retrait des représentants français, mais il y a toujours ce veto français. Mais ce veto français sera représenté par une personne qui est là censée de défendre les intérêts de la France, n'est-ce pas? Donc, je pense que même si peut-être on refuse de comprendre en disant que c'est une zone d'ombre ou bien que les économies, mais il faut avouer que la réalité, c'est toujours la main de la France qui est dans le conseil d'administration. Effectivement. D'accord. Alors, pour la troisième question, ça concerne toujours la convention de garantie de la France, qui, d'après Youssoufa, n'a toujours pas de public. Donc, les différents points ou les différentes conditions de la garantie. Ce qui est d'ailleurs naturellement préoccupant pour les acteurs de la politique monétaire, pour les acteurs économiques. Donc, il aimerait donc votre position là-dessus pour savoir si on ne devrait pas donc publier un document ou bien un document détaillé sur les conditions de la garantie de la France portant sur la monnaie éco-UEMOA. Voilà, merci beaucoup. C'est bien ça, Youssoufa? C'est bien ça, je pense bien. Voilà. Oui, c'est fidèle, c'est bien ça. Voilà, parce que vous l'avez bien dit, il y a ce qu'on appelle cette contradiction entre la suppression du compte d'opération qui servait peut-être le socle de cette garantie. Or, maintenant, il y a cette suppression qui est là, le compte d'opération n'existe plus. Alors, la garantie, tout le monde sait que cette garantie ne peut pas être une garantie qui est gratuite, n'est-ce pas? Ne peut pas être une garantie qui est gratuite. Alors, donc, mais les termes de cette garantie n'ont pas été encore définis. Comme pour vous dire, c'est une décision alors, qu'on ne s'attendait pas à ce moment, raison pour laquelle tout n'a pas été ratifié. Et je pense que tel que je connais la France, c'est un pays qui défend ses intérêts, cette garantie ne sera jamais gratuite. Autrement dit, ce qu'on peut comprendre, cette garantie ne passera plus par le compte d'opération, mais passera par d'autres canaux monétaires où la France trouve toujours
son intérêt. Et raison pour laquelle d'autres collègues plaident toujours ou bien défendent toujours que l'écho qu'on a là, c'est le changement de l'appellation du franc CFA. Alors, il y a des collègues qui peut-être on partage leur point de vue, ils ont dit net que par rapport à tous ces zones d'ombre que Youssoufa a soulevé, que ce qui est valable et ce qui est là, c'est le changement de l'appellation qui a été complètement dévié du projet de la CEDEAO. Voilà, merci. Voilà, donc c'était tout pour les questions soulevées par notre collègue Youssoufa. Alors, moi, pour ce qui me concerne, j'ai une question. C'est concernant la garantie de la monnaie éco-CEDEAO. C'est-à-dire, au-delà des critères de convergence, quelles sont donc, les mesures proposées par la CEDEAO dans le cadre de la garantie monétaire de la monnaie éco-CEDEAO face donc aux fluctuations de l'économie internationale? Voilà, merci beaucoup. Merci. Je pense que ça aussi, c'est une question très pertinente parce que vous savez aussi, alors le fait de vouloir aussi amener sa propre monnaie, il y a des risques que vous avez soulevés. C'est cette volatilité monétaire qu'on ne maîtrise pas. Alors, ce qui a fait d'ailleurs l'idée de mettre en place une banque centrale. Cette banque centrale va stocker des devises pour contrecarrer cette volatilité. Mais la CEDEAO avait défini qu'il n'est plus question d'aller se rattacher à une grande devise. Parce que l'objectif de la CEDEAO avec la monnaie unique, c'est d'aller vers une devise. Donc, le fait quand même de mettre en place un modèle d'une fédération de banques centrales, c'était de pouvoir avoir cette possibilité de stocker les devises parce que cette volatilité, si on est dans un régime de change flexible, ça peut quand même être atténué par un stock de devises. Parce que, alors, la seule conséquence, ou bien la seule chose peut-être, la seule chose qui me traverse la tête à chaque fois qu'on dit on va vers une création monétaire, est-ce que le peuple est prêt à subir une instabilité financière? Et cette instabilité financière peut être expliquée par cette volatilité. Mais je pense que la CEDEAO avait décidé de ne pas se adosser à une devise comme on a fait avec l'euro, mais quand même de mettre en place une structure de banque centrale comme ce qui se passe aux États-Unis. Je pense qu'à partir de là, on aura un stock de devises qui peut quand même contrecarrer la volatilité dont vous dites, M. Savet. Effectivement, avec la Banque fédérale, effectivement. Voilà, avec la Banque fédérale. Super. D'autres questions? Donc, je reste toujours disponible là, s'il y a des questions. Effectivement. Sané? Oui. Voilà, peut-être une petite question contre, je ne sais pas. En tout cas, comme il est presque 19h45, on est dans le timing. Maintenant, j'aimerais avoir vos recommandations, vos suggestions par rapport à la démarche à suivre pour aboutir vers une monnaie unique sous-régionale où on en tirera vraiment, par laquelle en tout cas on en tirera vraiment bénéfice. Quelles sont vos recommandations, bon, que ce soit Sané, que ce soit Sen, quelles sont vos recommandations pour y aller? Youssoufa? Oui, Sané, c'est bon. Allô? C'est bon, ou bien il y a eu J'étais un peu out côté audio. Ah, d'accord. Je n'ai pas bien entendu la question. Ok, je vais la reposer. En fait, c'est une question pour toi et pour Dr Sen. Parce qu'on est presque à la fin, il est presque 20 heures. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les recommandations pour aller, quelle est la meilleure démarche en tout cas, pour aller vers une monnaie unique sous-régionale dont on pourrait en fait tirer profit véritablement, une véritable monnaie qui nous appartient, qui ferait qu'on sera vraiment souverain. Quelle est la démarche qu'il faut que vous préconisiez pour qu'on aille vers ça? D'accord. Monsieur Sen? Bon, moi j'ai une petite idée là-dessus, mais bon, j'attends d'abord l'intervention de Monsieur Sen.
Voilà, donc merci beaucoup. En fait, vous avez entendu la question? Si j'ai bien entendu la question de Youssoufa. Je pense que, comme vous l'avez dit, après une étude, il faut toujours passer à des recommandations. Malheureusement, je pense que nous ne sommes pas les seuls, peut-être, souvent à donner des recommandations. Sur ces questions monétaires, il y a pratiquement beaucoup de personnes qui ont travaillé, mais malheureusement, cette défaillance qu'on observe toujours, la corrélation entre les décideurs et la recherche universelle n'y est pas. Donc, je pense qu'à ce niveau aussi, les recommandations, si on avait réussi à retrouver cette corrélation entre les décideurs et les universels, donc je pense que les recommandations pouvaient toujours trouver peut-être un point de chute. Mais je pense que moi, je crois peut-être au projet de la CEDEAO. Je crois au projet de la CEDEAO. Donc, et je pense que peut-être pour avoir une monnaie crédible en termes de recommandations, je pense qu'il est beaucoup plus logique d'aller peut-être que les pays de l'UEMOA, parce que nous, on a la chance de cette stabilité. On a la chance aussi d'être un peu homogène. Donc, le fait quand même d'avoir une monnaie unique crédible, c'est d'aller adosser à des pays qui ont plus de poids, comme le Ghana et le Nigeria. Je pense que l'objectif de nos autorités, c'est de retourner vers le projet initial. Parce que c'est un projet qui a été complété par de grands économistes, qui a été défini sur plusieurs années. Et donc, il y a du lourd. Le contenu est lourd. Donc, la seule recommandation qu'on peut donner, c'est quand même que les pays de l'UEMOA, alors, malgré peut-être, parce qu'il faut le dire, alors, ceux qui sont de la CEDEAO ne sont pas dans l'UEMOA en termes de force. Alors, un Nigeria ou bien un Ghana qui accompagne ce projet, c'est un plus. C'est un plus. Et là, c'est beaucoup plus sûr que par rapport si on passe. Je pense que la seule recommandation qu'on peut donner, c'est quand même d'aller quand même adosser au projet initial où il va falloir opter un régime de change flexible. Et faire aussi une politique d'appropriation. Parce que les politiques publiques comme les autres politiques que nos gouvernants arrivent à mettre en œuvre manque cet aspect qui est l'appropriation de la population. La plupart des gens pensent que en dehors peut-être des questions techniques, alors la plupart des gens prennent uniquement ce lien ombilical entre la France. Or, la question est beaucoup plus sérieuse. Donc, je pense qu'en grosso modo, c'est la seule recommandation que je pouvais donner pour une monnaie crédible. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Sen. Alors, personnellement, pour ce qui concerne la question de Youssoufa, je partage l'idée donc de M. Sen, à savoir la convergence de toutes les économies de la zone CEDEAO vers le projet ECO-CEDEAO, qui est d'ailleurs, à mon entendement, un projet très pertinent et ratifié par d'éminents économistes monétaires et, comment dis-je, aussi d'éminents juristes, pas seulement des économistes, hein, mais avec d'éminents juristes et des géopoliticiens. Donc, à l'heure où nous en sommes au niveau de la géopolitique internationale, il serait très, très mal vu. Moi, je n'admettrais pas qu'on me dise que oui, qu'on n'a pas assez d'intellectuels ou de juristes, d'économistes ou de géopoliticiens assez expérimentés pour pouvoir donc nous concocter une monnaie que nous pourrons gérer par nous-mêmes, une monnaie de la CEDEAO, par la CEDEAO et pour la CEDEAO. Donc aujourd'hui, je pense qu'il serait très impertinent de nous proposer une réflexion du genre que sans la France, on ne peut pas, donc la garantie de la France, on ne peut pas s'assurer, nous, zone UEMOA, d'avoir une monnaie qui puisse nous garantir donc nos échanges au niveau international. Bon, pour moi, ça c'est un discours de politiciens du temps des colons ou bien de l'après-colonisation, d'après-indépendance. Aujourd'hui, on en est à un autre niveau et je pense qu'il faut réfléchir et agir donc dans le sens de cet autre niveau intellectuel dont dispose donc la crème africaine. Au-delà de cela, on a d'ailleurs, ce qu'il faut souligner, c'est que la spéculation politique est un frein à cette perspective de mise en place du projet ECO-CEDEAO. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, dans la plupart des zones des pays de la zone UEMOA, il y a une instabilité politique due à une malgouvernance accrue.
Vous prenez le Mali, récemment, on y voit donc un coup d'État. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous voyez Addo qui s'apprête donc à faire un troisième mandat anticonstitutionnel. Et donc, tout cela constitue donc des spéculations politiques, alimentées donc par des tendances à vouloir briser un troisième mandat illégitime, peut-être. Et ça, on le retrouve dans la plupart de nos pays de la zone UEMOA. Récemment, il y a eu donc, comment dirais-je, de la Gambie, qui fait partie de la CEDEAO, il y a eu donc quelque part des actions militaires forcées qui ont été menées pour pouvoir dégager le président qui n'a pas été élu démocratiquement. Donc tout cela constitue donc des zones d'instabilité, des points d'instabilité politique que l'on peut rencontrer dans les différents pays de la zone UEMOA sur lesquels joue la France. Parce qu'aujourd'hui, si la France dit à Addo, par exemple, si tu ne nous aides pas à conserver notre veto sur la monnaie de la zone UEMOA, on ne va pas t'assurer ta réélection. Ou bien on ne va pas assurer, quand tu vas quitter le pouvoir, on ne va pas assurer à la personne qui t'a désigné pour te remplacer, on ne va pas lui assurer notre soutien. Donc, on risque de déstabiliser le pays et on va te faire bouger comme on a fait bouger Gbagbo. De l'autre côté, vous faites les mêmes menaces. Aussi, le président du Mali et le président du Niger, ils ont été vus en aparté, je pense au Tchad, quelque chose comme ça, il y a maintenant 8 mois ou 9 comme ça. Ils ont été vus par Macron là-bas et Macron les a engueulés comme des enfants en leur disant, oui, si vous ne voulez plus de la France et du franc CFA, nous on peut quitter l'Afrique, vous n'avez qu'à décider, si vous décidez, nous on quitte, après on va vous laisser avec tous vos problèmes. Tout en sachant qu'au Mali, on sait qu'ils sont confrontés à une instabilité entre le nord et le sud du Mali. Donc, ce qui fait que c'est une zone, le nord du Mali est une zone très difficile à gérer. Le Mali ne dispose pas d'une armée crédible, d'une forte armée, et il a forcément besoin donc de l'intervention des puissances étrangères, que ce soit la CEDEAO ou bien la France. Donc, tout ceci constitue des moyens de pression, d'autant plus qu'ils font face à des terroristes. Et tous ces pays dont je vous cite là connaissent comment font face à des terroristes. Le Burkina Faso, le Mali, du côté du Niger, du côté du Tchad. Est-ce que vous voyez? Donc, toutes ces menaces-là qui ont été proférées à l'endroit des États des pays de l'UEMOA ont conduit donc ces derniers à se plier à la volonté de la France de transférer le franc CFA, la dénomination du franc CFA, à défaut, avec les quelques critères qui vont rester figés, à savoir le taux de change et la garantie toujours proposée par la France. Tout ça pour calmer donc les débats de la société civile qui voulaient carrément la suppression du franc CFA. Ils ont utilisé l'écho pour tromper un peu, le nom écho pour tromper un peu les vigilances, pour que les gens pensent que c'est toujours l'écho CEDEAO, mais ce qui a été posé pour l'écho CEDEAO, on l'a transféré pour juste que ça soit l'écho UEMOA. Donc c'est des menaces qui sont derrière, qui sont alimentées un peu, qui sont confortées un peu par la malgouvernance qui règne un peu dans la zone, dans les pays de la zone UEMOA. Et si, de notre côté, on arrive donc à réduire la spéculation politique et que nos dirigeants se concentrent beaucoup plus sur la gestion de la cité, à savoir essayer de régler les problèmes ou bien essayer d'appliquer des politiques économiques favorables donc à la volonté du peuple, il y aura toujours donc ce problème-là, ce problème de préoccupation sur la réélection, ce problème de préoccupation sur la sécurité, ce problème de préoccupation sur la stabilité politique nationale, qui va donc comporter toujours, les Européens ou bien les Français sur leur main-d'œuvre, sur leur ingérence dans notre économie, sur leur ingérence dans notre politique, sur leur ingérence dans notre gouvernance. Donc aujourd'hui, si on veut rejoindre donc, pour moi, le Nigeria, le Ghana dans la perspective projet éco-CEDEAO, il faudrait que nous aussi, qu'on fasse une introspective de nos politiques internes et que l'on essaye à notre niveau d'être beaucoup plus mature politiquement, afin donc de réduire la marge de manœuvre de la France et des autres économies étrangères, afin que l'on puisse converger ensemble en tant que frères africains dans une monnaie dynamique,
comme l'éco-CEDEAO, qui sera une monnaie fédérale, qui permettra donc à l'Afrique de l'Ouest d'avoir quelque part son mot à dire dans l'échiquier de l'économie internationale. Donc, c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Donc, comme M. Sen l'a dit, je suis favorable à l'éco-CEDEAO, je suis favorable à l'éco-CEDEAO, et 3 fois, je suis favorable à l'éco-CEDEAO. C'est le projet qu'il faut vraiment alimenter. C'est bon, Youssoufa? Allô? Voilà, excuse-moi, Sané, c'est bon, c'est OK. J'ai suivi les discours de vos différentes interventions par rapport à ma question, c'est OK. Okay. Donc, je pense qu'il est l'heure. Hein? Ouais. On est à 19h50. Il n'y a pas d'autres questions. On va essayer de donner la parole à M. Sen avant de conclure avec Youssouf Mboy, qui vont un peu faire, la clôture de ce webinaire qui a été, à mon avis, très intéressant et sur lequel j'ai appris beaucoup de choses. Et je passe par l'occasion de sa présence en tant qu'expert monétaire et en tant qu'économiste. Ce n'était pas très évident de répondre à ce webinaire, mais de par sa modestie donc, et sa diligence, il a su donc répondre à notre invitation et nous présenter un exposé des plus brillants, on ne peut plus clair. Et sur ce, je m'en vais tout juste remettre la parole en vous adressant mes sincères remerciements. Et merci aussi à Youssouf et à toute l'équipe de nous avoir gratifié de cette belle journée de savoir. Bon, merci beaucoup, M. Sané. Je pense que c'est à mon tour aussi de vous remercier pour l'invitation, je l'ai dit au début. C'est vraiment un réel plaisir de venir avec vous échanger sur ces questions d'actualité, sur ces questions que chacun peut-être doit avoir une connaissance pour pouvoir protéger et plaider pour les intérêts de son pays. En tout cas, vraiment, je loue surtout la mission très noble que ce cadre est en train de mener, n'est-ce pas? Tout à l'heure, Youssouf a présenté, avant le début de la présentation, Youssouf a un peu décrit les grands axes du mouvement, mais quand même, vraiment, je suis très content par rapport à ces actions. Et comme je l'ai dit, hein, alors, à partir de là, je me considère comme entier de ce mouvement, alors, qui est là, et que, parce que dans la vie, chacun peut quand même participer au développement de son propre pays. Je pense que par ça aussi, c'est une façon très noble. En tout cas, ça a été vraiment un honneur pour moi d'être là avec vous, d'échanger avec vous sur des questions très pertinentes qui touchent l'actualité, qui sont au cœur de notre développement. Alors, merci encore une fois de nous porter de porter attention à notre SPD. Et merci à Youssouf, l'initiateur. Merci avec tous ses collaborateurs et sans oublier à l'animateur aussi qui a bien géré ce rôle de modérateur. Et c'est un réel plaisir aussi de faire ça, Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, M. Sen. C'est un plaisir pour nous autres aussi. Vraiment. Un vrai plaisir, un grand plaisir. Youssouf? Oui, Sané. Donc, merci à vous tous. Oui, à toi. Je remercie particulièrement l'animateur pour la disponibilité dont il a fait montre, voilà, pour partager son expérience, son expertise, ses connaissances sur la monnaie, la devise. Je pense qu'au terme de cet exposé-là, c'est devenu encore beaucoup plus clair. Donc, merci aussi à Sané pour sa modération,
qui a été des meilleurs. Lui-même, je savais que maîtrisait déjà la monnaie. Donc, qui de mieux pour faire la modération de ce débat-là. Donc, je vais en profiter pour dire à M. Sen qu'on aura d'autres sollicitations. En tant qu'expert économiste, je pense qu'il y a beaucoup de volets, beaucoup de rubriques sur lesquelles on pourrait débattre ici au niveau de CRAC. Donc, on n'hésitera pas à le solliciter, on n'hésitera pas à solliciter les experts internes, que ce soit Sané, que ce soit quelqu'un d'autre, pour clarifier le point de vue des gens. Parce qu'on va vers des débats éminemment intellectuels. On a besoin de connaître l'information, parce que l'information, comme on le dit, c'est le pouvoir. Donc, on doit savoir où mettre les pieds pour aller vers cette intégration économique-là. Et comme je l'ai dit tantôt, la souveraineté, c'est d'abord la souveraineté de la monnaie. Donc, le débat a un réel intérêt. Et on va vers d'autres débats. Donc, je le disais tantôt à Sané, il faut qu'on enchaîne en fait les débats du genre, les webinaires du genre. C'est dans cette perspective-là qu'on va inviter M. Diagne, qui est docteur aussi. Je pense que vous le connaissez. Tout récemment, il a sorti un livre sur l'économie post-Covid-19, on peut dire. Donc, on est en train d'essayer de caler une date avec lui. Et M. Sen, nous serons heureux, enchantés de vous compter parmi nos invités ce jour-là. Suleiman, c'est un ami, c'est un collaborateur. Voilà. Donc, ça fait le compte. On n'a pas encore fixé de date. On est en train de discuter. Mais une fois fait, on va vous aviser. Comme ça, on va enrichir le débat. Et on accepte volontiers votre adhésion. Et ça nous fait d'autant plus plaisir que le CRAC, le cadre qu'on a besoin de gens comme vous. Donc, nous, on a besoin, on n'est pas élitiste, comme on peut certes le faire penser, mais on est pour quelqu'un qui peut amener de la valeur ajoutée ou bien qui peut recevoir de la valeur ajoutée en venant adhérer à notre mouvement. Donc, nous sommes un mouvement, donc une force de proposition et de contribution. Je pense que c'est là où le Sénégal doit aller. Les mouvements de jeunes ou bien de femmes, etc., ils doivent aller vers cette convergence des forces pour essayer de proposer des projets, pour essayer de proposer des actions dans le sens du développement du Sénégal. Donc, l'enregistrement a été fait, donc le débat a été enregistré de bout en bout depuis l'intervention de M. Sen. On va après coup partager avec nos membres, partager dans des réseaux sociaux à travers les plateformes d'échange qu'on a mises en place. On va aussi partager le document de M. Sen, s'il nous l'envoie après. Le modérateur, naturellement, comme il avait l'habitude de faire, peut-être fera un petit rapport succinct pour essayer de résumer un peu les échanges et tout ce qui s'est fait ici. On va échanger avec tout un chacun. Et le prochain webinaire, comme je l'avais annoncé, ce sera sur l'économie, les leviers de l'économie sûrement, après la crise du coronavirus qu'on a eu à vivre. Maintenant, il y a d'autres débats pour lesquels on est en train de démarcher des intervenants. Sur l'éducation, on a vu le problème qu'on a avec l'éducation, des vidéos qui circulent, qui montrent un peu les difficultés qu'on a avec le Covid surtout. Donc, il y aura d'autres débats, on va en discuter de long en large dans les groupes des réseaux sociaux. Donc, Sané, c'est tout ce que j'avais à dire. Je remercie les participants, le modérateur que tu es et l'animateur, Dr Sen, qui a été vraiment percutant et pertinent. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup, Moustapha. Au prochain. Je vous enverrai le document, Inch'Allah, n'est-ce pas? D'accord, c'est noté. Et n'hésitez pas, si vous avez des soucis avec les choses, vous pouvez me contacter, comme ça on verra ensemble. Il n'y a aucun souci. Merci encore. Merci. Encore un souci, Inch'Allah. Merci. Voilà, à très bientôt pour un prochain webinaire. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Sané. Oui, Sané. Merci, Lelo. Merci beaucoup, c'était très intéressant. N'oublie. Merci, Lelo. Merci. Oui, Sané. Isouba. Oui. Oui, n'oublie pas le point sur le projet agricole. Hein. Ça, il faudra en débattre un jour. Oui, d'ailleurs, je vais contacter quelqu'un de l'ISRA. Il faut qu'on rédige rapidement le questionnaire. Je pense que c'était une action pour moi et Lelo. Je vais lui en parler tout de suite. Parce que sans il y a une semaine.
faut qu'on finalise le questionnaire. Voilà, comme tu l'avais dit, qu'on commence les enquêtes avec l'ISRA peut-être en appui pour nous indiquer les zones les plus adéquates pour le projet. Ensuite, on te renvoie ça pour que tu puisses finaliser le business model. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais relancer l'ELO, comme ça au moins on essaie de boucler d'ici une semaine ce questionnaire. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci, je suis à l'écoute, Inch'Allah. Merci à toi pour toute ton action là-dessus. Ah, c'est toi à très bientôt. À bientôt et merci tout le monde. Bon week-end. Merci à vous aussi. Bon week-end. Okay. C'était vraiment intéressant. Bon,